Le numérique intervient dans les différentes temporalités de la ville, que ce soit des temporalités longues quand il s'agit du projet où il faut récupérer de la mémoire, où il faut organiser de la concertation, où il faut planifier des choses. On peut équiper tout cela avec des technologies particulières et donc renforcer les capacités de la ville, amplifier les capacités de la ville à gérer des projets. Mais ce n'est pas la même chose que les services, par exemple, qui gèrent de la maintenance et un cycle régulier de mise à jour, de veille, si vous voulez, qui est celui des services techniques, de l'ensemble de ce qui fait la ville, si vous voulez. Ce n'est pas tout à fait les mêmes technologies, parce que là, on a des capteurs, on récupère des données, on les met à jour, mais on a un rythme, on a aussi une planification, mais différente. Et le troisième temps, qui lui est plus nouveau de ce point de vue-là, mais qui existait déjà auparavant dans la ville, c'est celui qui permet de sentir ce qui fait la vibration d'une ville et ce qui fait notamment le rythme lié aux événements. Alors des événements provoqués ou des événements des festifs ou autres, mais aussi des événements imprévus et des situations de crise. Et les technologies que l'on adopte dans un cas ou dans l'autre ne sont pas les mêmes. Et le type de veille, quand on parlait du veille pour la maintenance, c'est un certain système technique, des certains capteurs. Dans le cas de la veille pour des événements et la capacité à gérer ce rythme-là et cette effervescence particulière, eh bien ce seront d'autres, notamment par exemple le fait qu'on sera attentif à ce qui se passe dans des réseaux sociaux notamment. On confond souvent tout ce qui peut être traces, données, informations, connaissances, etc. C'est très important de voir à quel point on n'a en réalité quasiment jamais de ce qu'on appelle des données brutes, mais on a des traces, d'une part, qui sont mises en forme par des plateformes, par des capteurs, etc. On a des données qui, elles, sont structurées dans des bases de données et avec déjà un point de vue là-dessus. Et à ce moment-là, le bruit que l'on peut générer par l'abondance n'est plus du même ordre. Quand vous avez seulement un certain nombre de traces qui sont assez peu formalisées, l'augmentation du volume peut créer des problèmes de bruit. Dans le cas des bases de données qui sont structurées, sur lesquelles on peut petit à petit faire des calculs et on peut les mettre à jour régulièrement, on n'est pas dans la même situation de bruit. On a des capacités de calcul qui ont augmenté de façon extraordinaire, et pas seulement de calcul, mais d'apprentissage, les machines pouvant apprendre des propres évolutions et des tests et des corrélations qu'elles peuvent évaluer à chaque fois. Donc là, le volume n'est pas trop un problème, à condition, malgré tout, qu'il y ait des éléments de structuration de ces données-là. Et en fait, elles sont toujours structurées, contrairement à ce qu'on croit, à 99%, j'allais dire. En général, elles sont structurées par les métiers, par ceux qui ont produit la donnée, par les plateformes qui les ont générées, sauf que quand on veut les utiliser, ce n'est pas forcément le cadrage originel qui nous intéresse. Et à ce moment-là, on le vit comme un bruit. Une donnée sur la répartition des containers de verre, etc., vu du point de vue du citoyen qui veut savoir quand est-ce qu'il va être relevé, ce n'est pas la même chose que celui qui gère ce service-là et qui a d'autres préoccupations du point de vue du personnel, du point de vue de la maintenance, etc. Et c'est ça qui fait du bruit, c'est-à-dire que le bruit est généré plutôt par cette inadéquation entre l'origine des données, leur mise en forme de départ, et leur mise à disposition à des publics qui, eux, ont d'autres préoccupations. Et là, on se dit, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, vous voyez ? Il y aurait une forme de naïveté à penser qu'il suffit de casser les silos, et il suffit de mettre les informations, et en l'occurrence les données, à disposition pour que l'interopérabilité génère du sens et de l'utilité sociale comme cela. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup entendu autour de l'open data, mais je pense que toutes les villes qui s'y sont mises se sont rendues compte qu'il fallait arrêter de laisser croire ce type de processus. En réalité, il faut au contraire, j'allais dire, presque investir dans la traduction. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut traduire ces données, puisqu'on sait bien qu'elles viennent de mondes particuliers, et être attentif à la demande. On ne met pas les choses en brut comme ça, on ne vous met pas des objets en pièces détachées, on vous dit, allez-y, débrouillez-vous. Certes, on peut l'adapter, certes, il faut les mettre à disposition, mais il faut veiller à équiper cette mise à disposition des services de traduction, d'adaptation, pour bien comprendre que sinon, ça ne fera rien. Ça fera du bruit et ça ne générera pas grand-chose. Donc, le moins une question à la fois de mise à disposition massive, ni même une question de centralisation, mais plutôt une question de traduction entre tous ces silos, de façon à ce que, justement, on garde la richesse de ce qui a été mis au départ. Mais en même temps, on admette que pour d'autres usages, ce n'est plus du tout les mêmes référentiels qu'il faut mobiliser, vous voyez.